Chers spéculateurs, bonjour. Aujourd'hui, je vous fais une petite adaptation vidéo d'un article que je viens d'écrire qui s'intitule Le Bitcoin à 1 million de dollars. C'est un objectif, on va dire, mathématique qui semble tout à fait plausible. On va étudier donc cet argument, l'argument du Bitcoin à 1 million de dollars d'un point de vue mathématique et non pas d'un point de vue fondamental. Et je vais aussi vous présenter les 3 plus une bulle. Donc il y a déjà eu 3 bulles spéculatives sur le Bitcoin qui ont implosé. On va les étudier en détail et enfin on va voir la bulle sur laquelle on est actuellement sur le Bitcoin et pourquoi il y a de fortes chances pour qu'en 2018 et très rapidement d'ailleurs, je pense que dès janvier, on risque d'avoir les prémices de l'implosion de la bulle. Eh bien, on verra pourquoi cette bulle a de fortes chances d'imploser assez rapidement. Alors, c'est parti, je vais passer en mode lecture et tout simplement, je vous rajouterai des éléments qui me semblent assez importants en plus de la lecture de cet article. Alors, depuis quelques mois, le gros sujet de conversation, vous l'avez vu, c'est le Bitcoin. La machine à café de votre entreprise connaît désormais tout de cette crypto-monnaie révolutionnaire. Les journalistes du JT de 20h en possèdent. Les émissions et reportages grand public mettent en avant les quelques millionnaires du loto, du Bitcoin, pour faire exploser leur audimat. Tout le monde veut croquer le fruit défendu. Tout le monde veut croire à son rêve de devenir millionnaire. Le tout est édulcoré d'une histoire croustillante basée sur le renversement du système monétaire par le peuple. Vous savez, c'est une petite sorte de révolution à la française, à la 1789, auquel chaque opérateur de marché est en train de prendre part. Donc tous les éléments sont en place pour un blockbuster qui n'est pas hollywoodien, mais qui est financier. Une espèce de machine à bulles spéculative est née. Donc dans ce papier technique, nous allons aborder entre autres les questions suivantes, à savoir l'erreur que tante Jacqueline et cousin Henri font en achetant du Bitcoin quand tout le monde en parle, c'est-à-dire en ce moment. Jusqu'où chacune des bulles peut-elle se gonfler avant son implosion. Donc on va étudier les 3 précédentes bulles du Bitcoin et celle en cours. Et enfin, le Bitcoin peut-il atteindre 1 million de dollars à horizon quelques années? Donc alors on va commencer déjà par le piège du Bitcoin dans lequel des millions de personnes tombent actuellement. C'est une véritable hécatombe et ça va faire vraiment très mal en 2018. Donc les tout nouveaux investisseurs du Bitcoin défendent avec férocité que cet actif n'est pas en bulle. Partout vous allez voir, sur les réseaux sociaux, dans les forums, les plus fervents défenseurs du Bitcoin, ils vous diront non, ce n'est pas en bulle. En réalité, ils défendent leur propre rêve de richesse. Si vous allez à l'encontre de ce rêve, vous devenez le méchant qui veut détruire leur vie. Le raccourci est scandaleusement grotesque, pourtant c'est de cette façon que nous fonctionnons tous en tant qu'êtres humains. Notre cerveau fonctionne par association, et cela va encore plus loin. L'amoureux du storytelling Bitcoin va recommander cet investissement à son entourage, et c'est là que le piège se referme sur lui. Car dans un souci de cohérence, il va carrément associer son identité au Bitcoin. Qu'il ait raison ou qu'il ait tort sur son investissement, il va s'emparer des valeurs libérales du Bitcoin et les associer à ses propres valeurs identitaires. À savoir, je lutte pour un monde avec moins d'inégalités et qui n'est pas manipulé par les grandes banques. Je suis donc une bonne personne en achetant du Bitcoin. On passe là d'un simple investissement boursier qui est censé être purement objectif et qui aurait dû se faire avec une gestion du risque à l'achat d'un rêve de richesse et de valeurs humaines profondes. Vous voyez qu'il y a vraiment un fossé entre les deux. Et là, tout le monde est en train de faire le basculement. Une grosse partie, en tout cas les investisseurs dans le Bitcoin, font un basculement qui n'a pas lieu d'être. Alors pourtant, lorsque l'on investit, on est censé gérer un risque par rapport à un gain. Et cela, ça se fait en 2 étapes. La première étape est de trouver une opportunité avec une asymétrie hors du commun. Donc une asymétrie, ça veut dire que les gains doivent être X fois plus importants que la perte si l'investissement tourne mal. Et il faut aussi que la probabilité de réussite de ce scénario, elle soit très bonne. C'est seulement à partir de là que l'on s'intéresse à la deuxième étape. La deuxième étape qui est de correctement sizer la taille de son investissement par rapport à la taille de son capital, par rapport à sa propre tolérance au risque
et par rapport à son âge. Typiquement, si vous avez 15 ans, vous n'allez pas investir la même proportion de votre patrimoine que si vous avez 90 ans. Pourquoi? Parce que déjà, la taille de votre patrimoine n'est certainement pas la même entre quelqu'un qui a 15 ans et quelqu'un qui a 90 ans. Et la tolérance au risque non plus. Donc voilà, tout ça fait en sorte qu'en fonction de sa situation personnelle, on doit investir plus ou moins d'argent. Et quoi qu'il arrive, cet argent doit être investi sur un actif où il y a une asymétrie entre les gains qui peuvent se réaliser par rapport aux pertes. Donc jamais un investissement doit se faire en achetant une histoire. Et là, vous le voyez actuellement, tout le monde achète l'histoire du Bitcoin. C'est ce que fait le grand public et à chaque fois que le grand public arrive sur un actif, eh bien, il le fait trop tard. Le grand public entre trop tard dans la partie. Les médias financiers du monde entier racontent des histoires qui font de l'audimat et dans lesquelles Monsieur Tout-le-Monde se laisse embarquer et finit par investir. Ce schéma se reproduit bulle après bulle car les médias financiers parlent uniquement des sujets qui sont chauds. Imaginez que la presse nous parle semaine après semaine de l'once d'or qui ne bouge pas, des valeurs technologiques qui sont en léthargie depuis 2 ans, ou du Bitcoin qui évolue dans un range de 10 $ depuis 1 an. Pensez-vous que ça va faire du buzz? Est-ce que cela va vous intéresser vous ou est-ce que vous allez prendre votre télécommande et changer de chaîne? C'est pour cette raison que les médias ne vous parlent que des investissements qui explosent en bourse et jamais des investissements sur lesquels il aurait fallu investir quand tout le monde ne s'y intéressait pas. C'est-à-dire quand l'investissement proposait un rapport entre le gain et le risque qui était hors du commun. Donc, on en arrive à notre problématique du Bitcoin, à savoir déjà, est-ce que vous saviez que on a déjà eu 3 bulles sur le Bitcoin qui ont implosé? C'est-à-dire que depuis 2010, le Bitcoin a formé 3 bulles qui, en quelques mois, ont implosé avec une force extraordinaire. On a eu une correction de moins 93%, moins 70% et moins 84% sur la 3e bulle qui a implosé. Et ça n'a pas empêché le Bitcoin de continuer son ascension sur le long terme, puisque on l'a vu au mois de décembre de l'année 2017, qui est le mois actuel dans lequel je tourne cette vidéo actuellement, on va sur des nouveaux plus hauts. Donc alors, la première bulle, elle a eu lieu, donc c'était avec un pic en juin 2011. Donc on le voit sur ce graphique. Donc si vous voulez enregistrer ce graphique ou le voir de manière un petit peu plus grosse, allez sur mon blog et vous allez retrouver tout simplement cet article. Donc voilà, la première bulle, en juin 2011, le prix du Bitcoin accélère sa hausse suite à sa mise en avant par les médias pendant plusieurs mois. De nombreux investisseurs découvrent pour la première fois le Bitcoin et la bulle implose suite à une succession d'événements négatifs. On a des vols, du hacking, on a Mt. Gox qui est le plus gros échangeur qui est basé au Japon, qui se retrouve en situation de difficulté avec des problèmes de sécurité. Donc voilà, en l'espace de quelques mois, moins 93% sur le Bitcoin, juillet, août, septembre, octobre, boum, c'est la grosse implosion de la bulle. Ensuite, on a une deuxième bulle qui apparaît en 2013 avec un premier pic donc en avril 2013. Donc là, on prend plus 11 000%. La première fois, on a pris plus 41 000%. La deuxième fois, plus 11 000%. Donc là, déjà, il y a beaucoup plus d'investisseurs qui sont sur le marché. Le marché est plus liquide, donc il est à peu près correct et logique que les puissances des hausses soient moins importantes. Plus un marché est liquide et plus la volatilité, en tout cas la volatilité positive, diminue. C'est comme ça que c'est la mécanique des actifs financiers. Donc là aussi, au mois d'avril 2013, pendant plusieurs mois, les gouvernements tentent de mettre en place des règles de régulation. On a notamment le 16 mars à Chypre, on a eu le fameux hold-up sur les comptes d'épargne des banques locales. Donc là aussi, on a une défiance vis-à-vis du système en place. Les particuliers commencent à se méfier de plus en plus du système en place. On leur vole leur argent. Ils commencent à se diriger vers l'or, vers le Bitcoin, ils commencent à essayer de trouver des solutions alternatives, ils commencent donc à prendre au sérieux véritablement le Bitcoin, cette crypto-monnaie. Alors c'est pas le grand public, c'est surtout une partie des investisseurs qui sont choqués par ce qui s'est passé à Chypre.
Donc le 10 avril, la bulle a implose suite à une journée d'arrêt de cotation de l'échangeur MTGOX, hein, toujours le fameux gros échangeur asiatique. Donc là, vous voyez, on a moins 70% en l'espace de quelques mois. Là aussi, le Bitcoin avec une grosse dégringolade. Troisième bulle, le pic toujours dans l'année 2013, hein, là en décembre. Donc là, le Bitcoin, il a pris 16 000% pendant la hausse vertigineuse, hein, de septembre, octobre, novembre jusqu'à bien décembre 2013. Et juste après, le 4 décembre, boum, le Bitcoin arrête son ascension. Et là, on est parti pour une grosse implosion de la bulle de moins 84%. Donc là, pendant bien les mois du gonflement de la bulle, les autorités du monde entier, hein, prennent de plus en plus au sérieux le Bitcoin en tentant des encadrements. Et cela, du coup, ça renforce la crédibilité du Bitcoin et son statut d'alternative à l'État. Les médias se délectent de ce qui se passe actuellement, et parce que forcément quand tous les États se mettent à prendre au sérieux le Bitcoin, les médias se disent ça veut dire qu'il se passe vraiment quelque chose avec cette crypto-devise, c'est pas juste voilà, une histoire pour les geeks. Vraiment, si les États veulent réguler cette histoire de crypto-monnaie, de Bitcoin, c'est que vraiment ça devient une alternative sérieuse. Du coup, les investisseurs se remettent à entrer dessus. On a des centaines de milliers de nouveaux investisseurs qui prennent connaissance encore une fois du Bitcoin. On a une forte barrière à l'entrée, hein, pour acheter les Bitcoins, il n'y a rien d'évident, mais voilà, les plus motivés en achètent, et ça jusqu'au 4 décembre avant que cette troisième bulle implose. Et enfin, on a la quatrième bulle en formation, qui est celle qu'on est en train de vivre actuellement. Et là, c'est tous les réseaux sociaux, tous les médias financiers du monde qui nous martèlent à longueur de journée le Bitcoin, le Bitcoin, le Bitcoin. Est-ce qu'on est en bulle, est-ce qu'on n'est pas en bulle, est-ce que ça va monter, est-ce que ça va remplacer les fiat currency, est-ce que si, est-ce que ça, bref. On a une espèce de brouhaha autour du Bitcoin, on entend parler en permanence. Je vais pas vous dire que c'est insupportable, mais on voit vraiment qu'il se passe quelque chose d'anormal autour du Bitcoin, et les médias sont à l'origine, hein, de cet engouement et de ce qui se passe sur la quatrième bulle qui est en cours. Donc là, on a de plus en plus de liquidités, hein, qui alimentent le marché, puisqu'on a de plus en plus d'entrants sur ce marché. Donc potentiellement, cela devrait rendre le Bitcoin moins volatile sur le long terme, je vous l'ai déjà dit. Plus on a de liquidité sur un marché, moins la volatilité est forte. Mais actuellement, voilà, on est toujours dans un cocktail très classique de bulle, hein, à savoir une accélération des prix qui n'est pas soutenable sur le long terme, hein. Quand ça monte comme ça de manière parabolique, ce n'est pas soutenable. Jamais vous ne verrez un actif qui monte de manière comme ça, continue, de manière parabolique. On a les médias qui racontent en boucle une histoire toute chaude et sexy, hein. Jamais vous n'aurez les médias qui vont parler d'un sujet ad vitam aeternam, hein. Donc ils vont en parler pendant un certain temps, puis après, quand il y aura l'implosion de la bulle, de la quatrième bulle du Bitcoin, bien les médias vont arrêter d'en parler, et vont parler d'un autre actif qui sera lui tout aussi intéressant pour eux, avec une nouvelle histoire et quelque chose qui va intéresser le grand public, mais ce ne sera plus le Bitcoin. Et puis là, vous le voyez, on a une accélération des prix qui tourne autour des 10 000%. Et je vous rappelle que la deuxième bulle a implosé avec une accélération des prix autour de 11 000%. Donc là, vous le voyez, ça c'est le graphe du Bitcoin depuis janvier 2016, donc avec cette forte accélération des prix à partir de en 2017, on a une très 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 forte accélération. Là, on est ici. Donc cet article, je l'ai écrit il y a 7 jours, je l'ai publié cette semaine. Donc le Bitcoin, je crois qu'il a atteint les 17 000 $, je crois qu'il a un petit peu dépassé les 17 000 $. Quoi qu'il en soit, voilà, on est un petit peu au-dessus des 10 500% sur le plus haut historique au moment où je tourne cette vidéo, hein. Je vous le rappelle, c'est une adaptation d'un article que j'ai écrit pendant la semaine. Mais quoi qu'il en soit, le risque d'implosion de la bulle n'a jamais été aussi important actuellement. Et ça, on va le voir un petit peu plus loin. Vous allez voir que l'arrivée des contrats à terme, ça c'est très 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 dangereux pour le Bitcoin. Donc bref, en l'état là, au niveau où on en est, la grande question c'est... Sachant que la plupart du grand public entre aux abords des plus hauts, encore une fois, hein, merci la presse et les réseaux sociaux pour votre splendide travail, hein, à engager les foules au pire moment pour investir sur un actif. Hein. Eh bien la question c'est, sachant que tout le monde entre aux abords des plus hauts, combien de personnes vont être capables de supporter
une telle perte latente sans broncher. Je vous rappelle, hein, les pertes latentes, moins 84, moins 70, moins 96, moins 93. Donc là, on ne sait pas encore quelle va être l'importance de la chute, mais en tout cas, on a une très claire idée. Ça va être entre voilà, moins 70 et moins 93% si l'on se fie eh bien, à l'histoire du Bitcoin. Donc combien de personnes qui sont entrées sur les niveaux actuels vont tenir leur investissement avec une perte de moins 70 à moins 93%? Eh bien la réponse, elle est ici, dans la psychologie des investisseurs. Si vous ne connaissez pas ce graphique, c'est que vous êtes tout nouveau, voilà, un tout nouvel investisseur, donc vous devez absolument apprendre cette psychologie de l'investissement, hein. C'est ce qui vous guette, c'est votre boule de cristal en tant qu'investisseur. Vous allez être forcément victime de cette psychologie des investisseurs. Donc, alors, là, on est autour des 17 500 $ sur le Bitcoin. On est dans une phase d'euphorie qui est massive, hein. On est dans un mouvement parabolique. Et là, eh bien, les plus grandes probabilités, c'est que cette bulle elle implose et que eh bien, chaque investisseur qui a investi là pendant la phase d'euphorie se retrouve à vivre les émotions qui sont décrites sur ce graphique. Alors, ce graphique est en anglais. Je vous l'ai mis. Pourquoi? Tout simplement parce que là, en superposé, on a les prix du Bitcoin associés donc au mécanisme psychologique des investisseurs, mais vous inquiétez pas, il y a la version française ici que vous pouvez lire directement sur le blog. Je ne vais pas vous le faire en vidéo, je vais simplement vous dire, voilà, autour de 17 500 $, nous entrons dans une phase intense d'euphorie. Cette dernière phase peut aller beaucoup plus loin, on peut aller taper du 30 000 ou du 50 000 $. Seule l'irrationalité des spéculateurs a une limite, hein. Et juste, du coup, cette limite, c'est ça que je voulais vous dire, hein, c'est que cette limite sera stoppée en principe par un événement grave qui renversera en l'espace d'une seconde tous les espoirs et la cupidité des intervenants. Donc cela peut venir de plusieurs choses. Ça peut être par exemple la chute d'un gros échangeur qui se fait hacker, hein. On l'a vu, MTGOX s'est fait hacker, MTGOX a été bloqué, on peut avoir des fonds qui sont volés, voilà, on peut se retrouver avec un échangeur qui est à l'origine d'une grosse arnaque. On parle du Tether, la plus grosse arnaque sur les crypto-devises, hein, le Tether qui est adossé sur l'USD. Bref, il peut y avoir des choses, voilà, des événements de ce type qui vont en l'espace de voilà, d'une seconde, quand l'événement est annoncé, ça déclenche une panique et alors là, c'est irréversible, on a l'implosion de la bulle qui se fait en quelques jours, quelques semaines. Donc ce genre d'annonce entraînera un point de bascule psychologique qui en quelques heures peut déclencher une psychologie de peur et de panique sur les prix du Bitcoin. Et bien sûr, tout cela, c'est indépendant de la pertinence de cette crypto-devise. C'est indépendant de la blockchain, de l'arrivée de ces crypto-devises qui sont complètement disruptives. Là, on parle de pure psychologie des investisseurs et c'est la psychologie qui fait les marchés, qui fait que les prix vont augmenter à une cadence soutenue, très soutenue ou totalement incontrôlable. Et quand on est dans ce genre d'irrationalité et de mouvement des prix qui est incontrôlable à la hausse, on parle de bulle. Et là, actuellement, on y est. Donc je vous rappelle qu'en bourse, hein, tout est histoire de psychologie et de money management. Et donc voici la fameuse version française qui est en train de vivre, hein. Tous les investisseurs, ils ont cette psychologie-là qui sont en train de vivre. Donc je vous laisse mettre sur pause la vidéo pour lire un petit peu ce graphe. Je ne vais pas le relire. Mais en tout cas, voilà. Là, on a une grosse nouvelle qui arrive. Les contrats à terme sur le Bitcoin, hein, sur le CBOE et sur le CME. Hein. Le CBOE, c'est le Chicago Board of Exchange et le CME, c'est le Chicago Mercantile Exchange, qui sont deux endroits, deux places boursières aux États-Unis sur lesquels s'échangent les contrats à terme. Donc la plupart du temps, c'est des contrats à terme qui sont sur les matières premières ou sur les indices boursiers. Et donc là, on a la grande nouveauté, contrat à terme sur une crypto-monnaie, sur la blockchain. Donc voilà, grande nouveauté. Ça arrivait le 10 et le 18 décembre, donc voilà, ça c'est vraiment le truc énorme du moment.
Donc cette crypto va enfin devenir accessible aux plus gros investisseurs du monde entier et aux banques d'affaires. Je vous rappelle que les banques d'affaires comme la JP Morgan ont la possibilité de shorter le Bitcoin, donc de jouer sur la baisse du Bitcoin à partir de maintenant. Ils peuvent commencer à manipuler ce marché, hein. C'est un marché qui est peu liquide, vu les quantités de liquidités que possèdent ces banques, ces grandes banques d'affaires américaines. Ils ont la possibilité de très facilement manipuler ce marché et le faire s'écrouler, hein. Ça... Voilà. Donc cet événement a aussi été enregistré sur l'uranium et le bulbe des tulipes, à savoir qu'à partir du moment où on a introduit des contrats à terme sur l'uranium ou sur les bulbes des tulipes, donc vous voyez, c'est la plus ancienne bulle spéculative référencée, hein, la plus ancienne bulle de l'histoire, donc 1634 à 1637. Là, pendant l'année 1636, là, pendant la bulle, on a eu eh bien, la mise en place des contrats à terme sur les bulbes de tulipes. Et ce qui s'est passé en février, hop, ici je vous ai mis le chart, hein, des tulipes. Là, ça a monté novembre, décembre, février, 3 février, boum, point de renverse, 5 février, ça chute, 9 février. C'est le début de l'implosion de la bulle. Et ça s'est fait juste quelques mois après eh bien, l'arrivée des contrats à terme sur les bulbes des tulipes, hein. Et pareil sur l'uranium. L'uranium, entre 2000 et 2007, a vécu une énorme bulle. On a eu les contrats à terme qui sont arrivés, et là, bim, en l'espace de quelques jours, l'implosion de la bulle sur l'uranium, hein. Voilà, ici on était au plus haut, boum, c'est parti. Et au cours des prochains, des trimestres, des mois, des trimestres qui ont suivi, eh bien l'uranium n'a fait que chuter. Donc comment est-ce qu'on pourrait comprendre, comment est-ce qu'on pourrait interpréter cela? Alors, j'ai une bonne métaphore, une bonne image, c'est que les plus grosses fusions-acquisitions d'entreprises de l'histoire se sont pratiquées à des valorisations historiques, c'est-à-dire à des valorisations où les marchés boursiers étaient au plus haut. En 2000, en 2007, on a eu les plus hauts des marchés financiers sur les actions qui ont été enregistrés. Après, on a eu des gros marchés baissiers. Eh bien, c'est pendant ces pics des marchés haussiers qu'on a eu les plus grosses, les plus grosses fusions-acquisitions qui ont été faites. Et à l'image de ces deals qui ont été énormissimes, hein, au moment où ils ont été enregistrés, c'était les plus gros deals historiques, hein. Eh bien l'introduction des contrats futures sur un actif comme l'uranium ou le bulbe de tulipe, eh bien ça a été un signal fort d'excès. C'était au plus haut d'un marché qui est excessif, que l'on signe et que l'on fait des deals qui sont excessifs. Et là actuellement, on a ce signal fort d'excès qui est en train d'arriver sur le Bitcoin, puisque on a l'arrivée des contrats à terme. Donc nous l'avons vu, hein, les bulles sur le Bitcoin se sont déjà enchaînées au nombre de 3 et nous sommes déjà bien avancés dans la 4e bulle. Donc bien, je vous laisse en tirer vos propres conclusions. À mon sens, il y a énormément d'éléments qui sont réunis pour une implosion de la bulle. On va voir si ça va se faire dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. En tout cas, on est dans une situation à risque. C'est-à-dire que si vous souhaitez investir sur le Bitcoin maintenant, le risque de perte est bien supérieur au risque de gain. Et on l'a déjà vu ici dans cet article vidéo. Nous, ce que l'on cherche, c'est des investissements sur lesquels le risque de gain est X fois supérieur au risque de perte. Et là, on a une asymétrie qui est inversée. Le risque de perte est beaucoup plus important que le risque de gain. Donc, c'est pour ça que je le dis et je le répète depuis plusieurs semaines. Il est hors de question d'investir sur le Bitcoin, sauf si on a des capacités de spéculation, qu'on sait faire du swing trading, qu'on sait manier du money management, des entrées de position, des sorties de position, que l'on sait couper des positions en perte, bref, que l'on est déjà un spéculateur confirmé avec plusieurs années de bouteilles, ou en tout cas, pour les spéculateurs de l'école, vous pouvez y aller, vous pouvez trader avec les plans de trade, il n'y a aucun souci, vous êtes en sécurité parce que vous savez ce que vous faites. Mais voilà, le gros des acheteurs du Bitcoin depuis les derniers mois, c'est pas des gens qui sont des spéculateurs avertis et expérimentés, hein. Bien loin de là. Donc là, je voulais vous parler d'une comparaison par l'absurde, la fameuse comparaison qui est faite, que vous allez pouvoir trouver sur Internet. La plupart des intervenants comparent la bulle du Bitcoin aux autres bulles. Et donc j'ai été choqué en voyant ça, puisque pour faire cet article, hein, j'ai dû faire des recherches sur Internet. Et donc je suis tombé de nombreuses reprises sur des intervenants qui comparaient donc, le graphe du Bitcoin à celui du Nasdaq, des matières premières ou même d'un secteur boursier.
Donc on a ce graphe là, vous voyez le Bitcoin en un an, en 2017, il est monté en ligne droite par rapport aux autres bulles qui, elles, en l'espace de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, n'ont même pas fait la moitié de ce qu'a fait le Bitcoin en un an. Là, il y a un autre graphe qui date de 2015. On voit pareil le Bitcoin sur 2 ans qui monte de manière bien plus forte que les autres actifs sur 10 ans de progression. Donc pourquoi est-ce que c'est une erreur de comparer le Bitcoin à ces autres actifs financiers? C'est ce que je vais vous lire maintenant. C'est une explication qui, j'espère, sera très claire. Alors pour faire une mauvaise métaphore, cela revient à comparer la taille d'un pas de girafe à celui d'un pas de fourmi. On n'est pas du tout sur le même référentiel. Voilà, le pas de girafe, on est sur deux mondes différents. Le monde tout petit, du microscopique, et le monde du gros, du géant. Donc ça n'a aucun sens. On ne va pas s'amuser à comparer deux référentiels différents. On ne va pas s'amuser à comparer deux choses sur deux référentiels différents. Ça n'a absolument aucun sens. Un indice boursier est une moyenne de centaines d'entreprises liquides cotées en bourse. Le Bitcoin est quant à lui l'équivalent d'une seule grosse capitalisation boursière, donc une grosse entreprise cotée en bourse, une seule. Et le truc qu'il y a sur les bitcoins, c'est qu'il réagit comme une small caps, comme une petite capitalisation boursière. Pourquoi? Parce que sous le poids des achats et des reventes des investisseurs, il y a tellement peu de papier en circulation sur le marché du bitcoin qu'au final, il va réagir comme une toute petite entreprise, une small cap, une petite capitalisation boursière. Voilà, comme je vous l'ai dit, pourquoi? Parce que le papier en circulation est ultra réduit, on dit qu'il est rare. Vous le savez peut-être, mais il y a 40% des bitcoins qui sont détenus par 1000 geeks. Et ces 1000 geeks, ils ne s'amusent pas à faire des allers-retours dans la journée. Donc il n'y a pas beaucoup de papier en circulation sur ce marché. On a un autre pourcentage des bitcoins qui sont perdus. On a un autre pourcentage des bitcoins qui n'est pas encore miné. On a un autre pourcentage du bitcoin qui est détenu par le FBI suite à des saisies de gens qui détenaient du bitcoin en grande quantité. Bref, le nombre de bitcoins en circulation sur ce marché-là, il est ultra rare, ultra faible. On a donc une contraction de l'offre sur un marché où la demande est extrêmement forte grâce aux médias. Je vous le rappelle, les médias font devenir le Bitcoin comme le truc qui brille, le truc le plus chaud du moment. Donc tout le monde en veut, il y a une forte demande, mais il y a très peu d'offres, il y a très peu de papier sur ce marché-là. Donc vouloir comparer la mécanique d'offre et de demande d'un tel actif par rapport à un monstre de liquidité comme un indice boursier, ça n'a strictement aucun sens. On est sur deux référentiels différents. Donc, sauf à vouloir manipuler l'information pour appuyer son message, le message d'un des intervenants dont je parle, regardez comme il est en bulle celui-là par rapport aux autres bulles, oh là là, ça va faire très mal quand ça va descendre. Ça, c'est leur message. Oui, mais ce qu'ont en commun tous ces actifs-là, c'est que quel que soit leur niveau de liquidité, c'est l'amplitude de leur chute. Ils ont tous les mêmes amplitudes de chute. Que l'on parle du Bitcoin, du Nasdaq, du pétrole, de tous les actifs qui étaient en bulle, ils ont tous les mêmes amplitudes de chute. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont en commun. N'importe quel actif peut facilement perdre moins 60 ou moins 80% de sa valeur en quelques trimestres. Mais rares sont ceux à pouvoir faire plus 20 000% en l'espace de quelques mois comme le Bitcoin. Et ça, c'est simplement une histoire de mécanique entre l'offre et la demande et la rareté du papier. Donc là, tous les gugus là, qui mettent en avant ces graphes, ils sont très très loin de comprendre le moteur, la mécanique de ce qui est à l'origine. On est sur deux référentiels différents, c'est pas comparable. Donc on va maintenant parler du Bitcoin à 1 million de dollars. Voilà, vous l'attendez, c'est le titre un petit peu de la vidéo. C'est le sujet qui vous intéresse certainement. Donc voilà, j'ai entendu beaucoup de théories, j'ai lu beaucoup de théories sur ce fameux Bitcoin à 1 million de dollars. Et moi, ce qui m'a le plus interpellé, c'est l'argument mathématique, parce que voilà, j'ai un esprit très scientifique, j'aime bien les choses qui sont carrées, que l'on peut mesurer et qui sortent pas du chapeau du magicien. Les gens qui sortent des lapins de leur chapeau, ça me parle pas trop. Donc, j'attaque la lecture. Parmi les arguments de tous ceux qui prédisent le Bitcoin à 1 million de dollars, l'argument mathématique par une droite de régression logarithmique est particulièrement efficace pour faire des prédictions. Si vous souhaitez vous transformer en Nostradamus du Bitcoin,
Sachez que le graphe ci-dessous a été posté en 2014 et sa prédiction pour fin décembre 2017, donc en ce moment, est d'une précision chirurgicale, puisqu'on a eu les 10 000 $ qui ont été dépassés. Donc hop, je vous fais un zoom, vous pouvez mettre sur pause YouTube et regarder un petit peu ce qu'est ce graphe. Vous voyez en bas, on a les années 2009 jusqu'à 2024, fin 2024, donc 2025, 1er janvier 2025. Ensuite, au-dessus, on a les prix. Là, sur cette échelle-là, 1 $ le Bitcoin, 10 $, 100 $, 1000 $, 10 000, 100 000, 1 million. Et là, en rouge, on a la droite de régression linéaire. La logarithmique, excusez-moi. Et ensuite, on a mis les cours du Bitcoin et vous voyez qu'ils évoluent autour de cette droite de régression logarithmique. Donc, on peut voir pour chaque année à quel prix est censé coter le Bitcoin s'il suit cette droite de régression logarithmique. Alors, on l'a vu sur le Bitcoin, il n'évolue pas comme un livret A. Il ne va pas vous verser tous les mois ou tous les ans X%. Il y a des cycles. Il y a des cycles, ça fait des bulles, les bulles implosent, puis il y a des nouvelles bulles qui se forment, puis elles implosent. Donc voilà, on a des successions de bulles qui se créent, qui implosent, qui se créent, qui implosent. Donc la vélocité de la hausse du Bitcoin est censée suivre à long terme cette droite de régression logarithmique avec des cycles autour. Donc on va avoir des périodes plus ou moins longues pendant lesquelles le Bitcoin évoluera en dessous cette droite de régression logarithmique et pendant lesquelles le Bitcoin aura des excès et évoluera au-dessus. Donc là, en 2014, on avait ce graphe qui a été publié. Et là, vous voyez, depuis 2014, hop, on a reconstitué l'évolution du Bitcoin. Et là, on a dépassé les 10 000 en décembre. On a atteint même les 17 000. Je crois qu'on a dépassé les 17 000 $, 17 500 $. Donc, on est en plein dans l'annonce de fin 2017, 1er janvier 2018, on dépasse les 10 000 $. Donc ça signifie que pour 2025, si l'on suit la dynamique de cette régression logarithmique, en 2025, on est pratiquement sur du 1 million de $. 2025, 2026, voilà, là, ça doit être autour de 700 000 $ pour 2025. Donc si on respecte cette logique de régression logarithmique, voilà, l'argument mathématique est plausible, surtout que vous voyez que d'une année sur l'autre, là entre 2009 et 2010, la régression logarithmique disait plus 11 000 %, puis après plus 1500, puis après plus 694 %. Et chaque année, les performances diminuent. Et ça, c'est tout à fait en cohésion avec l'actif financier qui est le Bitcoin, puisqu'il y a de plus en plus de liquidités qui arrivent sur le marché. Donc forcément, les hausses sont censées être de moins en moins fortes et volatiles, puisqu'il y a beaucoup plus de monde, beaucoup plus de liquidités. Et plus il y a de monde sur un marché, plus il y a de liquidités, moins le potentiel à la hausse est fort. C'est pour ça d'ailleurs que sur les marchés boursiers, les small caps ont un potentiel de hausse qui est beaucoup plus important que les grosses capitalisations, ce qu'on appelle les blue chips. Par contre, à la baisse, on l'a vu au préalable, les potentiels de baisse sont aussi importants sur les small caps que sur des blue chips. Quand on a un crack boursier, les blue chips, elles vont se prendre pas toutes, mais souvent des baisses de moins 50, moins 60% et les small caps aussi. Donc on a un véritable avantage à la hausse et on a pas vraiment de désavantage à la baisse, c'est pas pratiquement pareil. Donc quand vous investissez en bourse, essayez toujours de regarder si l'actif sur lequel vous investissez, il a un fort avantage à la hausse comparativement s'il a un accident positif de richesse qui est démesuré par rapport à l'accident négatif de richesse qui peut arriver sur votre investissement. Et là, typiquement, le Bitcoin, vous voyez que les accidents positifs de richesse, ils diminuent année après année en suivant cette droite de régression logarithmique et que plus on va aller dans les années et plus ça va continuer à diminuer. Donc, je rattaque la lecture. Bien entendu, le cours du Bitcoin est assujetti à ses propres cycles qui sont, nous l'avons vu, des successions des bulles. Cette droite logarithmique nous donne seulement une bonne interprétation du rythme de hausse des prix au fil des années. Ces prévisions de hausse sont de moins en moins fortes chaque année à mesure que l'actif gagne en liquidité. Autrement dit, sa volatilité baisse. La nouvelle des contrats à terme est en parfaite cohérence avec ce graphique. L'argument d'un Bitcoin à 1 million de $ en 2025 est d'un point de vue mathématique plausible compte tenu du comportement historique du Bitcoin. Seulement dans le monde réel, rien ne se passe réellement comme ce qui était prévu sur le papier. Ça, c'est la mauvaise nouvelle pour tous les Nostradamus du Bitcoin.
Je ne parle même pas de la difficulté d'être un investisseur capable de rester en position, c'est-à-dire sans revendre, quand on subit des mouvements adverses de moins 90% ou des mouvements favorables de plus 40 000%. Je ne sais pas qui est capable de ne pas revendre ses bitcoins quand il a perdu moins 90 ou qu'il a gagné plus 40 000%, mais à mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est vraiment les hardcore du bitcoin, les gros geeks méga hardcore. Et eux, vous inquiétez pas qu'ils en vendent aussi beaucoup pour financer un train de vie de multimillionnaires ou de milliardaires. Donc je parle plutôt de la compétitivité, on va y arriver, hein, entre crypto-monnaies qui va s'accentuer au fil des prochaines années. Le règne du Bitcoin va avoir de nombreuses guerres à mener pour conserver son trône. Car maintenant que la lumière a été faite sur la technologie blockchain, grâce au Bitcoin et aux médias, il n'y a plus qu'un pas à franchir pour s'intéresser à d'autres cryptos plus performantes d'un point de vue pratique. Donc voilà, c'est là où sont tous les défis du Bitcoin pour voir le Bitcoin à 1 million de dollars. Et ce n'est pas les petits défis, c'est vraiment des très 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 gros défis parce que la compétitivité, c'est quelque chose... voilà, bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc l'idée plutôt, c'est d'apprendre à investir sur les actifs qui sont en bulle pour des rendements maximum. Et cela année après année. Donc l'idée, c'est d'identifier le Bitcoin quand il est dans une phase ici en train de reprendre suite à une implosion de la bulle. Trouvez les actifs qui sont en train d'entrer dans une nouvelle bulle, mais sans entrer trop tard. Les médias vous font tous entrer trop tard, tout en haut, quand c'est le pire moment. L'idée, c'est de trouver les actifs qui ont un énorme potentiel, une asymétrie entre les gains et les pertes, au moment où ils commencent à entrer en bulle, où ils ont un potentiel de bulle, tout simplement. Donc, quand il s'agit d'investir, il faut entrer au début de la formation d'une bulle, puis chercher à revendre quand la bulle est en phase terminale, c'est-à-dire quand les médias entrent dans la partie. Et il participe à son gonflement final avant l'implosion. Vous voyez, les médias là, ils font un énorme rush d'informations. Du coup, tout le monde entre dessus et c'est ce qui permet d'avoir, vous le voyez, ce mouvement parabolique qui s'accentue sur la fin d'une bulle. Et l'erreur que font 95% des investisseurs, c'est d'entrer tout à la fin, quand l'asymétrie entre le gain et le risque de perte de l'investissement n'est pas favorable. Je vous ai donc préparé 3 vidéos dans lesquelles je vous explique comment trouver les actifs à fort potentiel. C'est-à-dire ceux qui vont exploser en bourse et qui constitueront les meilleurs placements de l'année 2018, 2019, 2020 et de toutes les années qui vont venir. Donc ça, c'est un travail qui se fait de manière mensuelle et qui se fait mois après mois. Ça permet de trouver les actifs qui vont entrer en bulle. Vous verrez qu'il n'y a pas besoin d'avoir une boule de cristal pour cela et encore moins d'avoir fait des études en finance de marché. Je le répète, mais en bourse, tout est histoire de psychologie. Tout est basé sur la lecture de la psychologie des intervenants et ça se fait directement sur le graphique. Il faut apprendre à construire un portefeuille que l'on va suivre au minimum une fois par mois, voire une fois par semaine pour les actifs les plus rapides en vélocité comme ceux des crypto-monnaies. Et c'est ce que je vous enseigne dans les 3 vidéos consacrées au rendement maximum. Donc c'est une approche qui est destinée aux personnes qui veulent gérer leur portefeuille avec une routine mensuelle, une fois par mois, et ne pas se préoccuper de la bourse le reste du temps. Et cela avec un objectif de rentabilité la plus forte possible. Vraiment là, on vise des rendements qui sont maximum. Donc je vous laisse aller voir les 3 vidéos que j'ai tournées là-dessus. Vidéo 1, enfin vous allez voir, le lien est en descriptif de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc que ce soit sur Facebook, YouTube ou sur le blog, vous avez un lien tout simplement qui est ici ou qui est dans le descriptif de votre vidéo et vous allez être redirigé vers ces 3 vidéos. Vous allez apprendre énormément de choses, donc ne loupez pas ça, vous allez vraiment vous régaler. Je vous souhaite une excellente continuation pour vos investissements, de bonnes fêtes de fin d'année et soyez très prudents avec le Bitcoin. Bye bye.